On vous retrouve, mesdames et messieurs, pour le décryptage de ce dimanche, toujours avec notre consultant politique. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Baforican. Bonsoir Angèle, bonsoir tous les téléspectateurs. Nous sommes le 8 mars, on parlera des femmes et également de cette actualité au niveau du parti politique Les Démocrates. La dernière actualité en date, c'est le rejet de la démission de M. Boni Yahi. La coordination nationale veut initier un dialogue avec l'intéressé pour donc certainement comprendre et voir s'il pouvait se raviser. Mais démarrons déjà par l'actualité du jour, le 8 mars, la journée des droits des femmes. Eh bien, nous avons reçu un entretien ce matin. La secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme pour parler du combat de cet institut dans la défense des droits des femmes. Vous l'avez suivi, Agapit Napoléon Baforican. Alors, sur le combat, ce n'est pas contre vous les hommes, c'est contre les dérives. Elle a été claire sur cette perception populaire concernant l'orientation des actions de cet institut. Vous a-t-elle convaincu? Je ne suis pas très féministe, je ne suis même pas trop dans les combats féministes. Mais je voudrais saluer les femmes, les femmes qui se battent, les femmes comme vous, Angèle, les femmes comme mes collaboratrices, sur lesquelles nous mettons beaucoup de pression, mais qui tiennent plus ou moins le coup. Nos mamans au village qui sont assujettis à tellement de tâches et de tâches, qui ont supporté des moments délicats de la vie de femmes et du travail de femmes. Je voulais saluer ces femmes intellectuelles qui ont porté le combat des femmes et qui ont abouti à quand même des résultats, même si j'aime à le dire, elles n'ont pas bénéficié de facilité, elles ont pu atteindre ces niveaux. Et donc, je ne suis pas partisan qu'on facilite trop la tâche non plus à des femmes. J'estime que la vie est un combat et chacun doit combattre. Mais lorsqu'il y a des choses claires, grandes, des inégalités, criardes ou un certain nombre de comportements, c'est normal qu'il y ait des réactions. Donc je salue toutes les femmes qui portent ce type de combat et ces femmes qui font qui font travailler aussi les hommes responsables. On dit derrière un homme se cache une femme puissant, un homme qui réussit, se cache une femme. Ça veut dire que bon, c'est le groupe qui gagne, c'est l'ensemble homme-femme qui gagne. Et donc, cette journée aussi, celle des hommes, je pense, et parce que l'homme n'existe pas sans la femme. Mais c'est aussi une journée qui permet aux hommes de prendre conscience qu'autour d'eux, il y a des choses à corriger. Est-ce que Flore Dino m'a convaincu? Oui, elle m'a convaincu. Je pense que je connaissais Huguette Nyakadja. La présidente. Huguette Bopé-Nyakadja. J'avoue que j'ai découvert Flore Dino ce week-end, pas parce que je ne la connaissais pas. Elle faisait déjà son travail. Je l'ai croisée sur les activités de l'INF. Mais j'avoue que sur cet élément, elle a assumé. Elle a assumé son travail. Elle a assumé, disons, le service. Elle a fait le job, comme on le dit vulgairement. Je le dis, parce que sans fioriture et sans faux fuyant, elle a répondu aux questions. Et surtout, moi, elle m'a convaincu sur un certain nombre de petits détails. Par exemple, Dieu a fait les femmes. Hein, la femme, elle est là pour accompagner l'homme. Donc, du coup, elle n'est pas la première, le premier être à être créé. Si nous restons dans la dynamique du jardin d'Éden, je pense que elle a donné la réponse que c'est de la complémentarité. Je ne la cite pas. Mais c'est une complémentarité, mais on n'a pas demandé que l'homme fasse souffrir la femme, par exemple. Donc, je suis d'accord, entièrement d'accord. Et donc, je salue le combat de l'INF parce que je trouve que, oui, il fallait bien une institution. Et avant Bopé-Nyakadja, je pense à Claudine Prudencio, mais avant elle, à Madame Vicentia Bokor, pour le professeur Vicentia Bokor, qui a porté les premières heures de l'Institut national de la femme et on n'en parle pas parce que nous n'avons pas appris à garder le contact avec l'histoire. Je pense que l'INF, c'est une histoire. Et même si cette histoire a été reprise sous une nouvelle dynamique avec Claudine Prudencio sous leurs talons. Oui, l'INF a existé avant et ce combat a été porté dignement par une femme de poids, une femme de combat, une femme intellectuelle, respectable, le professeur Vicentia Bokor, que je salue par ici. Et avant elle également, je salue les Marie-Lise Bédot, les Claire Onga et Moula, qui ont porté le combat de
du cours de l'information, du cours de la famille à un moment donné, et qui ont fait leur combat également, et pas toujours comprises, raillées. Salut, feu, maître Rosine Vieira-Soglo, l'époux de notre président, de notre président de Soglo, qui au moment où elle apparaissait sur la scène, était intrigante. Enfin, tout le monde était intrigué, interloqué au point de la trouver comme un problème, alors qu'elle n'a fait qu'accompagner son mari. Vous voyez le combat, et si je dois continuer, je vais penser à une dame, Madame Karim Rafiatou, qui a porté aussi le combat des femmes, organisation des femmes révolutionnaires du Bénin. C'était pas évident, les gens les taxaient de tellement de choses. Elisabeth Ballet, Martine Agonglo, une série de femmes. Bref, c'est pour dire simplement, dans notre profession, il y a bien Baraizo, Adisoda, et tout. Donc, ça vous dit simplement quoi que oui, il y a des femmes qui ont porté de grands combats dans ce pays et qui ont permis à ce qui se fait aujourd'hui de se faire. Donc, cette journée, c'est à toutes celles-là. Et donc, Fleur Ginou m'a montré simplement que, tranquillement, elle peut continuer ce combat porté par cette brave dame. Et je pense qu'elle le fait avec beaucoup de fierté, beaucoup de détermination, parce que elle porte carrément le combat. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans sa réponse. Je pense qu'elle porte la part du combat qui revient à l'INF. Et c'est ça qui est, comme je dis, avec beaucoup d'élégance. C'est un peu ça. Elle connaît l'interaction homme-femme, elle connaît la délicatesse du sujet. Je pense qu'elle essaye, c'est sans doute sous l'autorité de la présidente. Certainement. Guette Yankadia Bopé, donc, ou Zebopé Yankadia. Et donc, elle essaye donc de ce tandem, mais on voit le secrétaire exécutif, donc ce tandem avec elle essaye de travailler et donc de donner un nouveau visage à ce combat qui est loin un combat féministe. Je pense que c'est un combat pour l'humanité, c'est un combat pour la dignité. Et je pense que ce combat doit être celui de tout le monde. Oui, c'est vrai que vous êtes notre consultant politique, mais moi j'ai quelques questions sur toujours l'INF. Je les ai posées sous une autre forme. Je vous la pose sous une autre forme ou les pose sous une autre forme. On voit que l'INF agit de plus en plus aujourd'hui comme une partie civile automatique. Selon vous, Agapit Napoléon Mafourican, comment peut-on concilier cette rigueur judiciaire pour certaines affaires, rigueur judiciaire nécessaire contre les violences, avec le besoin surtout de préserver la cellule familiale qui reste évidemment le socle de notre société? Vous savez, il faut faire un choix. Soit vous vous taisez et vous subissez. Ça vous arrange? Voilà la question. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que la notion de famille a disparu. Et je pense que nous devons travailler à la ramener. Et pour la ramener, il faut peut-être parler. Il faut échanger avec les jeunes filles. Il faut échanger avec les jeunes parents aussi. Parce qu'il y a des parents de plus en plus jeunes, parfois inexpérimentés, et qui éduquent difficilement les enfants-filles, qui elles-mêmes n'arrivent pas à atteindre le seuil de la maturation psychomentale. Le travail de l'INF n'est pas un travail contre la famille. Ça, j'ai écouté. Moi, je n'ai pas lu, j'avoue que je n'ai pas lu les textes de l'INF. Et donc, du coup, j'ai vu les combats. J'ai une certaine compréhension de certains combats. Parfois erronée, comme je l'ai dit, moi j'ai écouté Mme Djinous aujourd'hui. J'avoue que j'ai été édifié, quitte à ce que j'essaye de suivre aussi. Je suis un éducateur. Donc, c'est normal que je sois attentif. J'ai aussi des filles. Et donc, du coup, que je sois attentif à comment tout ça se passe dans la société. Le combat, c'est est-ce que le mari qui frappe la femme est digne d'être un mari? Voilà la question. Doit-il se taire et subir les coups de violence parce qu'elle est une femme ou parce qu'elle doit préserver, gagner son foyer? Après, c'est une réponse personnelle à son niveau. Mais il me semble que la loi sanctionne les coups de blessures volontaires, violences et voies de fait, un certain nombre de choses. Alors, est-ce qu'on va dire, bon, puis les Lucière, comme elle ne dit rien, on la laisse? Voilà la question. Il me semble que ce qui relève du domaine de l'infraction, et on a dit que lorsque vous avez connaissance d'une infraction, vous devez en parler. L'INF ne passe pas de maison en maison. Non. Donc il faudrait bien que quelqu'un l'informe. Et donc dès qu'elle a connaissance, elle agit. Donc le problème n'est pas l'INF, le problème c'est au niveau donc, de l'éducation qu'il faut donner, que les parents se doivent de donner à leurs enfants.
garçons comme filles, et le relais de l'école. Et ça, l'État est en ligne de mire. L'accès facile aux réseaux sociaux, à certaines images, à certaines informations. Avant nous, il y avait les films interdits au moins de 18 ans. Oui. Et quand vous regardez ces films, ce n'est même pas des films porno, oui. C'est de l'érotisme de premier niveau, c'est-à-dire qui reste aux surfaces du corps. Et pourtant, c'est interdit au moins de 18 ans. Aujourd'hui, les enfants ont un accès facile. Donc, c'est déjà là. Pourquoi les enfants seront à l'école avec des androïdes au collège? Il n'y a pas de raison. Aucun enfant n'a le droit. Normalement, l'État doit être ferme là-dessus. Si c'est pour appeler les parents, on leur donne le téléphone à touche. Il se fait que la famille démissionne. L'État laisse faire au nom d'une certaine liberté. Et donc, on en arrive à ce que les formats logiques disparaissent. On préfabrique des monstres, des enfants qui ne sont plus à leur niveau, mais qui ont accès à des comportements qui ne sont plus normaux, des comportements peu vertueux, des déviants sociaux, mais qu'on laisse couler sur la toile, auxquels ils ont accès. Et dès lors, arrivé à un certain âge, ils trouvent comme modèle ces déviants sociaux, parfois peu éduqués, donc du coup, qui ne comprennent rien à l'école, n'ont pas été diplômés, n'ont pas été notés nulle part, on a envie de leur... Donc, on commence par faire des actes, à poser certains actes qui ne sont pas en adéquation avec les logiques, disons, familiales, les logiques sociales, les logiques comportementales. Je pense que l'école, la maison d'abord, l'école, et j'ajouterai les cercles de formation et d'éducation morale, l'église, la mosquée, la synagogue, les temples, et tout ça doit servir à permettre, à accompagner cette éducation-là. L'ENF n'est qu'en bout de piste. Oui. De ça, le rôle de l'ENF n'est pas d'éduquer les filles dans les familles, ni dans les écoles, ni dans les synagogues et églises. Elle, c'est les résultats qui viennent vers elle. Elle fait de plus en plus d'actions de sensibilisation. Nous, on est censé ignorer la loi. Je pense qu'elle essaie de faire connaître la loi aux gens. Oui. Mais c'est le minimum qu'elle puisse faire. Je pense que le gros du travail, c'est aux parents. Après les parents, c'est à la société. Et donc l'État. Ce sont des problèmes factuels que vous posez, mais quand on revient peut-être, on va dire, au foyer et au couple, tel que cela fonctionne, est-ce qu'on ne risque pas de judiciariser un peu trop des conflits peut-être qui auraient pu se régler dans la médiation traditionnelle, un peu comme ce qu'on faisait entre-temps avant que ces luttes ne viennent dans ce monde moderne? Agapit Napoléon. On se mariait, c'était deux familles qui se mariaient. C'était deux familles qui se connaissent, qui apprennent à se connaître et qui communient. C'est ça la valeur traditionnelle. D'accord. Et ces choses ont disparu. Dès lors que ces choses ont disparu, ne demandez pas que ça revienne. Ce qui n'a pas existé au départ ne peut pas revenir. Les gens aujourd'hui se marient au nom de la liberté et de la modernité. Ils ne connaissent même pas les parents. Ils ne connaissent pas l'origine. Non, il n'y a pas de judiciarisation. Les cas qui vont devant le juge, c'est le cas que la loi a incriminé. C'est des cas prévus par la loi. Comment vous, si la loi, comme elle a dit, il y a des cas sur lesquels il n'y a pas besoin de médiation. Mais je suis totalement d'accord. Je suis en face avec elle. Pour aller au divorce, il y a différentes sortes de médiation. Mais lorsque vous frappez avec des traces, avec des trucs sur le corps, il ne peut pas avoir de médiation. C'est violent, c'est voie de fait, tout au moins. Je dis tout au moins, parce que même l'injure est déjà une sorte de violence. Donc tout au moins. Après, c'est au niveau du juge. Et le juge aussi, il y a le juge social. Il y a les tribunaux qui gèrent les tribunaux de famille. Donc, les tribunaux aussi ne condamnent pas mécaniquement parce qu'il y a infraction. On regarde aussi le tissu familial. Donc, je pense qu'il faut profiter de ce type de journée. Parce qu'aujourd'hui, ce 8 mars, on pense à la femme. On pense à la fille aussi. Parce que c'est une femme en devenir. Mais comme je l'ai dit, c'est plutôt une journée de famille. Parce que lorsqu'on a fini de parler de femmes et de filles, il y a dans l'ombre l'homme. Parce que ça n'a pas existé sans l'homme. Donc, je pense que ce n'est pas une journée de folklore, ni de chant, ni de danse. C'est une journée de réflexion profonde. C'est une journée où il faut voir Dieu a créé l'homme et la femme. Après, c'est l'humanité tout entière. Alors, l'un est au début, l'autre est à la fin. Il faut voir ce que ça veut dire, l'alpha et l'oméga, comment gérer
pour l'harmonie de la société. Donc, c'est toute une réflexion. Ça ne peut pas être folklore. Et donc, ça ne peut pas être un truc de clan où on dit ça, c'est les hommes, non, c'est le combat de femmes, non, c'est féministe. Non, c'est plus profond que ça. Moi, je suis pas trop dans ces histoires. Le féminisme, non, je trouve que c'est trop facile de se prétendre femme et d'attendre tous les combats, d'attendre toutes les facilités. Alors que j'ai cité tant de notes tout à l'heure qui n'ont attendu aucune facilité, qui sont là où elles sont, et qui méritent notre attention et notre considération, notre respect. Donc, il faut. Mais après, lorsqu'il y a des boulets, lorsqu'il y a des trucs, il faut les combattre. Donc, si c'est au prix, d'accord, de loi, mais tant mieux. Moi, je n'ai rien contre par ailleurs. Voilà. Ce qui fait penser à certains que la femme, elle est surprotégée aujourd'hui, en tout cas. Je l'ai pensé pendant un bon bout de temps, Madame Toboula. Je le pense un peu aussi. Je ne veux pas dire que tous mes doutes sont estompés. Je pense toujours qu'il faut retourner dans la cellule familiale. Il faut encourager l'éducation à la base. Je pense qu'il faut... On avait avant un ministère de famille. Oui. Je pense que le socle familial est important. La famille est importante. Il faut réinstituer, à défaut d'avoir un ministère, vraiment, il faut réinstituer la notion de famille, tout le monde dans nos communes, et qu'on lui donne un contenu. La famille a un contenu. La famille. Et je pense que si on revient, parce que la famille, c'est le devenir. Le jeune n'existe pas sans la famille. La femme n'existe pas sans la famille. L'enfant n'existe pas. Donc tous les droits particuliers que nous donnons, c'est au nom de la famille. Merci à vous pour ce temps consacré à cette journée, le 8 mars, droits des femmes. C'était nécessaire quand même d'en parler pour évidemment contribuer à déconstruire ce qu'il faut déconstruire, à aider l'INF dans la lutte qu'elle mène au niveau des dérives. Il faut saluer l'Institut, il faut saluer, je pense que, comme on a dit quelqu'un, s'il n'avait pas existé, il fallait bien le faire. Je pense qu'on l'a connu sous sa forme primaire. De départ, on l'a connu sous sa forme évoluée aujourd'hui. J'espère qu'elle va continuer à défricher le terrain, à continuer, à lancer le débat et à surtout s'ouvrir aux familles, s'ouvrir aux parents. Peut-être, pour ne pas avoir une direction de médiation, pas la médiation lorsque c'est déjà créé le problème, mais d'éducation à la famille. C'est important. Tout part de la famille, tout passe par l'école, par la société. Et enfin, ça devient alors un fait à gérer. Donc, si on peut anticiper et prévenir, ce serait une très bonne chose. Merci à l'INF pour la spontanéité dans la réponse à l'invitation. Allez, Agapit Napoléon Mafoïka, on va en venir à notre second sujet. Nous avons abordé également, dans l'hebdo précisément, la situation au Parti Les Démocrates avec le départ de Boni Yahi de cette formation politique. Vendredi, vous le savez, la coordination nationale du parti qui se réunissait pour apprécier la démission de M. Boni Yahi a rejeté cette volonté de l'homme de quitter la formation politique. Les cadres souhaitent aller discuter avec l'homme. Ce rejet, selon vous, Agapit Napoléon Mafoïka, a-t-il un sens, une utilité dans votre lecture de cette situation au Parti Les Démocrates? Et ce qui se passe au niveau du Parti Les Démocrates, on peut l'appeler cirque. D'accord. On peut l'appeler cirque parce que, quand même. Donc ça n'a aucun sens, c'est ça? Je ne sais pas. Mais Boni Yahi était déjà parti. Je l'ai dit, depuis le 25 octobre. Il n'a pas déposé de lettre de démission non plus. Et on a écouté plusieurs cadres du parti qui disaient qu'ils ne voyaient pas cela venir. C'est vrai, mais si le ridicule vous a tué. Hein? Non, écoutez, le monsieur fait un discours. Oui. Où il dit qu'il va en congé sanitaire. Oui. Et depuis, on ne l'a plus vu sur l'action politique. Le parti a fait une campagne électorale dans le cadre des élections communales. Législatives. On ne l'a pas senti, on ne l'a pas vu. Alors, si on ne l'a pas vu, à quel moment on va le voir? Pour le voir au Sénat, il faut qu'il quitte la tête d'un parti. Oui. Et nous faisons partie de ceux qui pensent. Nous faisons partie de ceux qui pensent que Boni Yahi va siéger au Sénat. Et donc, peut-être que le monsieur se prépare à aller siéger au Sénat. Pourquoi vous voulez qu'on en parle? Bon, maintenant, si au niveau du parti, ça crée tant d'agitation aller et venir, moi je ne comprends pas. Donc il n'y a que, au sein des démocrates, ils n'ont pas compris que le bilan de Boni Yahi est négatif à la tête du parti. Il n'en a même pas. Et que donc du coup, que sa présence en carrière du président du parti a été nuisible pour le parti. Donc ils n'ont pas compris. Eux, ils n'ont pas la même lecture que vous. En tout cas, l'angle de lecture n'est pas les. Mais franchement, il faut qu'ils descendent dans l'opinion publique et écoutent.
il faut qu'ils descendent et qu'ils écoutent. C'est trop facile de rester là et de faire comme si on ne rien voit, on n'entend rien, on ne voit rien. Et on dit ce genre de choses. Vous savez, c'est pas manquer de respect au président Yahi que de dire ça. À la limite, c'est l'aimer par ailleurs. Parce qu'en réalité, il n'a pas... Le président Yahi n'a rien réussi politiquement. Enfin, attention. Et non, c'est pas lui manquer. D'accord. Mais c'est dire quoi? Regardons. En 2006, on l'a fait venir au pouvoir sans parti, avec un grand mouvement et de grandes attentes. Ça doit changer. Vers la fin du premier quinquennat, il estime que rien n'a changé. Et que ça ne peut pas changer si on ne change pas les bases éthiques, on ne transforme pas les bases éthiques morales et spirituelles. On est allé à la refondation en 2011. Est-ce qu'on a pu refonder la République? On est rentré dans des situations alambiquées, des trucs où, enfin, hein, au sommet de l'État, c'était pas ça. Regardez la fin du mandat. Oui. On a refondé quoi? Donc à la fin, est-ce qu'on a changé? On a eu beaucoup d'intentions, aucun succès particulier. Voilà, d'abord, donc voilà la décennie. On peut le résumer, on peut encore le décrypter. Dans des affaires qui sont restées sans solution, sans issue. Et même si sa personne n'est pas concernée, c'est quand même lui le chef. Lorsque tu es le chef, tu portes la responsabilité de ce genre de choses. Donc, politiquement, sur 10 années, rien des attentes du changement n'a été on ne les a pas eues. On a créé les forces pour un Bénin émergent. Il a créé. Tous ceux qui l'ont créé ont dit à quitter. Pareil. Il a nommé une kyrielle de ministres. Ils l'ont tous quitté avant la fin du mandat. Ceux qui étaient là étaient dans double jeu. Ils étaient avec un officier ou un autre. Et ils ne lui voient pas. Ce Premier ministre, je l'ai vu encore il y a une semaine avec le parti l'Union progressiste de renouveau. C'est une manière de parler. Ça fait 10 ans. Mais en 10 années, le Premier ministre, donc celui qui était face au président Talon, est déjà avec le président Talon. Il dirige ses métiers. Donc, en clair, la décennie, voilà ce qu'elle fait. D'accord. L'après-décennie, un chef qui quitte son parti, c'est-à-dire que tu es force Kori. Quand on dit Kori, on pense à Yahi. Tu dis force Kori. Et tu abandonnes au nom de je ne sais pas. Quand tu as raté le combat de 2019, il fallait comprendre que les choses ont changé. Les choses ont changé et que le président Talon applique bien ce que toi-même tu avais dit. Il faut que c'est la pagaille. Et que l'État n'est pas là pour s'amuser. Et que lorsqu'on est bien élu, on exerce la fonction. Toi-même, tu as dit ça. Donc, du coup, tu dois savoir que celui qui est là n'est pas né du dernier et que lui, il sait comprendre. Et donc, tu dois, quand tu as utilisé les méthodes habituelles en 2019 qui n'ont pas fonctionné, tu devais comprendre. Et on a tendu la main. Tu as démissionné de ton parti, tu as quitté le navire, déjà, en laissant la troupe désemparée. Tout ce qui était avec Paul Mbé en 2019, pour aller au dialogue politique et autres, n'était pas animé de mauvaises intentions contre Talon et contre Yahi. Donc, les gens pensaient réellement lui faire plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il abandonne le parti. Le parti aujourd'hui est aux mains de Mbé. Est-ce que Mbé a créé Kori? Quand on dit Kori, c'est Yahi. Yahi abandonne le Kori. Il abandonne le parti emblème, parti symbole. Hein? Et va errer un temps pour nous amener les démocrates. Les démocrates, oui. On en a fait quoi les démocrates? C'est les démocrates avec Éric Mondete que le parti est allé aux législatives. Oui. Une fois que Yahi même a pris la tête du parti, regardez, faites le point. Donc, quand il n'a rien réussi politiquement, maintenant vous dites-moi ce qu'il a réussi politiquement. Bon, moi je n'apprécie pas. Voilà. Donc, vous voyez, l'action politique, quand on démarre, c'est pour avoir des résultats. Et quand vous n'en avez pas, ce n'est pas une faute. Ne pas réussir politiquement n'est pas une faute. On a vu de très grands joueurs qui étaient des piètres entraîneurs. D'accord. L'un de Michel Platini, par exemple. Donc, on a connu des très grands. Donc, ce n'est pas mal à ce que vous n'ayez pas réussi. Mais prenez conscience, mais ne passez pas tout le temps à trouver que c'est l'autre qui est responsable, c'est l'autre. Quand vous allez faire votre introspection et comprendre. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que les jeunes qui l'entourent continuent de penser comme ça. Mais il faut qu'ils ouvrent les yeux finalement. Mais il faut qu'ils prennent. Parce que j'entends ça, mais nous on a vu. Des aînés ont vu. Ils sont autour là. Tout le monde est encore dans le pays. Tout ce, je vous l'ai dit, en 2015,
Cette nuit de mai 2015, on a fait l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, où Adrien Goudia a gagné contre Komi Koutié. En dehors de quelques-uns, toute la classe, tous ceux qui sont là sont déjà à l'UP, le renouveau BR. Donc la classe politique de 2015, là, ils sont tous, presque. On peut compter quelques-uns, on peut compter du bout du doigt ceux qui descendent. C'est pour dire mais il a été abandonné par ce que lui-même a promis. Parce que ceux qui veulent parler, vous dites, mais on ne peut pas. Donc, il n'arrive pas à comprendre, il ne comprend pas. C'est un truc. Donc, c'est une personnalité qui vaut ce qu'elle vaut. Il était notre président de la République, on le dira tout le temps. Il a nourri d'ambition pour le pays. On ne peut pas dire le contraire. On a cru en lui. Il a porté des rêves et de l'espoir. Mais il a fait 10 ans au pouvoir. Oui. Donc ça, c'est acte excédent. Donc, on ne peut pas effacer ça. Bien. Mais après, il faut qu'il sache quitter les choses. Peut-être que lui, il a fait le point à son niveau. D'où le retrait de la tête de cette formation politique. Donc, du coup, c'est l'acte de la coordination nationale que j'essaie de. Et c'est l'acte que j'essaie de comprendre. Je ne comprends pas qu'ils puissent s'entêter. Il n'arrive pas à aller. Je dis, mais les jeunes, ils ne peuvent pas. C'est quand même les jeunes. Bon, on fait quelques anciens autour d'eux, mais quand même. C'est ça que je vous dis. D'accord. Ils ne peuvent pas prendre acte de ça. Donc, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris. Ils ne comprendront certainement pas. Quand on connaît l'homme dans ses revirements, peut-être que si le dialogue peut prospérer et qu'il revienne à la tête du parti, vous excluez complètement cette possibilité-là? Franchement, je n'ai pas le temps de réfléchir à cela. Parce que ça ne vaut rien d'y réfléchir. Ça ne nous apporte absolument rien. Vous savez, regardez là où le pays est aujourd'hui. Regardez tout le mouvement. Quand vous voyez ça, ça ne crée pas quelque chose en vous. En tout cas, moi, je revis quelque chose. Et donc, ce pays est déjà à l'unisson dans l'avenir, dans son avenir. À la limite, les gens sont en train de dire merci Président Talon, mais nous sommes désormais sur la dynamique. Le futur. Et le plus heureux doit être le Président Talon lui-même. Il est le premier artisan de ça. Pendant ce temps, on est encore dans les je ne pars pas, pardon, papa, pardon, président, ne pars pas, reste avec nous. Mais pour quel résultat? La survie du parti, peut-être? Ça existe encore? Si, formellement oui, officiellement oui. D'accord. Au ministère de l'Intérieur, ils n'ont pas encore proclamé la dissolution de cette formation politique. Donc, dans 7 ans, le président, il a eu 80 ans, il va continuer à diriger le parti pour l'avenir. On est sérieux? Nous, à 80 ans, après avoir été président de la République, et que tu as la possibilité de siéger au Sénat, tu n'as pas de diriger un parti. Et c'est là que je dis que les jeunes, les membres de la coordination en question, je ne sais pas franchement quelle perspective ils portent pour le parti. J'ai l'impression que les gens, ils s'entendent pour tuer le parti. J'ai l'impression qu'ils s'entendent pour tuer le parti. Parce qu'ils ont envie vraiment de donner vie. Donc, on doit prendre acte de la démission du président. Le nommer président d'honneur du parti, dont je les conseille donc. Donc, il devrait prendre acte de la démission du président Yahi. Le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le parti. C'est une phrase symbolique. Il faut dire que ça, là, c'est systématique. Même les premiers ministres qui ont échoué, on les remercie pour tout ce qu'ils ont pu faire dans la dynamique de la République République française. Donc, on le remercie parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Et après, on dit, bon, on le fait président d'honneur. On demande à Tchabi Yahi de rester parce qu'il a une valeur. Il est jeune, il porte encore des dynamiques, il peut avoir des perspectives. On lui dit, non, ton père a fait pour lui. Quand tu es encore jeune. Bon, s'il ne veut pas, on le laisse un peu. Peut-être le temps. Parce qu'il vit moralement et psychologiquement ce que le papa vit. Bon, donc, ça, je peux comprendre ça. D'accord. Donc, je respecte. Alors, les jeunes, on a placé un comité. On a placé un comité de gestion. Et les communautés est là. Alors, il faut aller le supplier. Qu'il revienne. Il faut aller le supplier. Parce qu'il faut revenir à ce qu'on a mal fait à Parakou, lors du congrès de Parakou. Là. Je pense que la clé est par là. Éric Ngoundété a un clan dans le parti. Il a un clan dans le parti. Est-ce que ça reste encore bon? Et en tout cas, Éric Ngoundété a un clan dans le parti. Certains sont partis, mais certains n'ont pas prononcé formellement qu'ils sont partis. Même si le cœur n'y est pas, n'y est plus. Et Ngoundété lui-même, il ne parlera pas. Mais est-ce que le cœur y est vraiment? Moi, comme je vous dis, quand j'ai lu ça, c'est de la Cour constitutionnelle en octobre, c'était en octobre, non? 2025. Oui, et quand j'ai lu un peu, j'ai écouté, non, la déception de Parakou est toujours là. Et les faits qui ont suivi n'ont pas donné mieux, n'ont pas prospéré. Ça veut dire que
le responsable naturel du Parti des démocrates, c'est Eri Moundete. Et je pense, comme le parti, au regard de l'histoire, je pense qu'il faut, je voudrais rester au niveau de l'histoire, il faut l'associer peut-être à quelqu'un, peut-être comme Ouroukoubou ou bien comme Anourenou, pour relier les deux parties du pays. Parce que le président Yahi est d'une région. Et nous connaissons la notion du fils du terroir et la manière dont nous nous accrochons à ça. Vous avez entendu à Rossi par rapport à Wadaini. Donc, comme je vous l'ai dit, le premier qui a créé la CGN dans le parti, c'est justement lui, Rossi. On est allé chercher mon grand frère, mon ami, et se dit, non, ce n'est pas lui, c'est Rossi. Le premier problème du parti. C'est lui qui a mis la zizanie dans le parti en abandonnant le navire sous prétexte qu'il laisse son parrainage, mais il va soutenir. Donc il a le droit de quitter le parti. Absolument. Oui, donc l'autre aussi avait le droit de le faire, donc du coup, vous comprenez. Mais il a, donc c'est oui, il en a le droit, mais vous comprenez, vous avez vu la suite. Parce que réellement, nous avons l'attachement au principe du terroir et tel que, et on ne peut pas lui faire ce procès. Donc, au regard donc de l'origine de ces éléments, et comme ils estiment que Eri Moundete n'a pas peut-être cette légitimité au regard de cette logique-là, mais qu'on le voit, qu'on discute avec lui et qu'on mette en place peut-être une équipe de gestion. Regardez ce qui se passe à l'Union progressive de renouveau. Avant, c'était les dignitaires d'un certain niveau. Amoussou, Nago, Djikola Wole, Abraham Zizirohwe. Mais du jour au lendemain, ça a changé. Les sages ont rejoint la chambre des sages et on a mis en place une haute direction du parti. Ils n'ont pas le congrès. Pas encore. Mais ils ont mis en place une haute direction. Et quand vous regardez la haute direction du parti, vous voyez l'occupation territoriale. C'est une intelligence qu'il faut aller copier ou en tout cas, il n'y a aucun mal à copier ce qui est bon. C'est un ami qui le dit, pour ne pas citer Mali Goumina, c'est lui qui adore cette expression qu'il n'y a aucun mal à copier ce qui est bon. Donc, si c'est bon, pourquoi ne pas copier? Moi, je pense que dans la logique d'aujourd'hui, l'exemple UPR peut inspirer les démocrates. Il n'a qu'à laisser Boni Yahi là où il est, à sa retraite, et l'encourager à aller siéger au Sénat. Je pense que ça permettra de décanter tout. Et lui-même, Yahi, je pense qu'il va se détendre. Il n'aura même plus besoin de congé sanitaire. Parce que je pense qu'il aura l'aération et l'oxygénation nécessaires. Il va guérir spontanément. Parce que, à force de frotter avec les siens et les contre-siens, il va finir par l'équilibre va se gérer. Et puis, comme je l'ai dit, comme le président Talon aussi a dit, ben, il faut faire le Hatchapodi, je suis convaincu. Et donc, ça va régler tout. Et je pense que la coordination du Parti des démocrates a raté. Mais je viens de leur donner le bon conseil. Ce que vous faites là, c'est une perte de temps. Prenez acte de la démission. Remerciez le président Yahi pour tout ce qu'il a fait pour le parti. Et pourquoi pas pour le Bénin. Encouragez-le à aller au Sénat. Et donc, vous voyez Eri Moundete, c'est lui qui est l'avenir du parti, mais pas lui seul. Je pense qu'avec Moundete, lui et les autres, dans une dynamique de couverture territoriale, je pense. Et si vous avez envie, bon, de garder les mêmes régions, région comme région, mais ce n'est pas les gens qui manquent. Et il faut voir ça avec les donc, mais créer une sorte de haute direction. Je pense que ça permettra au parti peut-être d'analyser tranquillement l'avenir et de voir. Mais la meilleure chose qui peut arriver à ce parti, c'est de refondre avec la FCBE et de reconstruire une opposition responsable. Ça peut être à terme. Hein, c'est de refondre avec la FCBE et de reconstruire une opposition responsable. Je pense. Et effrités comme ils seront là. Dans 7 ans, je ne sais pas s'il en resterait quelque chose. On va laisser la coordination nationale donc à cette démarche, mais restons sur ce que Boni Yahi a fait. Et je pose cette question. Peut-on acter enfin, Agapit Napoléon Mafoikan, la fin de ce duel Talon-Yahi qui a, on va dire, crispé l'environnement politique pendant plus de 10 ans? Peut-on enfin acter la victoire de Talon sur Yahi? C'était prévu de vous demander qui a gagné finalement. Non, mais non, bon. non, non. En fait, je vous ai dit que j'allais vous avez fait Je pense que si Yahi, c'est un patriarche. À 73 ans, on n'est plus un enfant. Il devrait faire le point de toute ta vie.
Et sa vie était une vie de succès. Yahi est un privilégié, il faut le dire. C'est un privilégié. De la BCAO. D'abord, au niveau de. Vous regardez tout son CV, son parcours. Il est privilégié. Il n'a pas toujours été là où on l'attend, mais il a toujours été là. Donc, il a une étoile qui a brillé. Et quand on a cette chance, on partage. On partage. Et il n'a pas fait le choix du partage. Je pense que arriver à la conquête du pouvoir d'État, il s'est laissé griser. Un peu comme le roi Salomon à un moment donné. Il s'est laissé griser. Non. Quand on en arrive à ce niveau, on est encore plus raide. C'est ça. Et c'est cette leçon que le président Talon a d'abord donné de la gestion du pouvoir. Ça, c'est le premier. Le deuxième, lui, Yahi, mais en même temps qu'il était au pouvoir, il accusait Talon déjà. Ça veut dire quoi? Quand on regarde leurs relations, Talon a contribué à son arrivée au pouvoir. Donc, normalement, celui qui t'a fait, tu dois lui être redevable à vie. C'est d'abord le premier. Ça n'a pas été le cas. Toujours. En tout cas, je ne suis pas dans l'antichambre, mais je connais un peu. Et donc, vers la fin, la bataille de l'Ointre a été gagnée cette nuit de mai 2015 par Talon au Parlement, lorsque Adrien Mbodji a pris le perchoir contre Koumi Koutié. Après, Adrien Mbodji parlera de la télécommande, de virtuelle télécommande. Mais oui, il y avait une équipe qui a travaillé pour que Adrien Mbodji gagne. Et dans cette équipe, le président Talon n'était pas si loin que ça. Mais je dis ça pour montrer comment dire que le président Yahi a déjà perdu face à Talon avant même de quitter le pouvoir. Même tu quittes le pouvoir, tu offres une Bible. C'est plein de sens. La Sainte Bible, c'est un livre de référence. Si on n'a pas envie d'aller sur le terrain religieux, c'est un lieu de sagesse. C'est un livre qui propage l'amour. Tout simplement, l'amour les uns des autres. Le bon cœur. Cœur vaillant, âme vaillante. C'était une association. D'accord. Voilà. Donc, cette posture à la passation de service aurait suffi et aller dans son cabinet de réflexion, dans son ministère. dans son jardin et cultiver son jardin, comme le dirait Voltaire. Mais s'il ne veut pas faire comme Pangloss, il ne peut faire comme Kérékou. Tout au moins. Se retirer complètement et se faire. Mais en moins de quelques mois, après avoir passé le pouvoir, il a voulu continuer d'exister. Donc du coup, un affrontement. Il a cherché l'affrontement, il a eu. Mais sur les 10 ans, il a gagné quoi? Quand je vous ai dit politiquement, il a gagné quoi? C'est ça. Sur les 10 ans, il a gagné quel combat? Le discours d'avril 2019 n'était pas normal. Dans des pays donnés, on ne l'aurait même pas laissé rentrer chez lui. Les gens parlent de quoi qu'on a fait, on l'a gardé pendant des semaines. Mais 51 jours. Ce qui s'est passé de ces 51 jours, ailleurs les gens l'auraient arrêté. Ils ne l'ont pas fait ici. Ils ne l'ont pas fait. Il faut saluer la République et saluer le chef de l'État de ne pas aller à cet état. Mais lui, Yahi, est-ce qu'il s'est donné les réserves? Donc, il appartient au patrimoine national. Il n'est plus Yahi. Au moment où il a pris le pouvoir, il appartient au patrimoine national. Donc, il devrait s'imposer certaines logiques, certaines postures. Donc, il ne l'a pas fait et il s'est laissé galvauder. Finalement, banalisé dans des trucs de chef, dans les postures de chef de clan, chef de guerre, chef d'invective, chef de rébellion. Alors, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, j'ai dit ces choses avec beaucoup chaque fois que je le dis, c'est beaucoup d'amertume. Je l'ai dit la dernière fois, quel gâchis. Parce qu'on y a cru. La République y a cru. Et donc, sur cette décennie, si on fait le point, vous constatez simplement qu'il n'est pas resté actif. Mais il a perdu à chaque fois. Parce que le combat n'était pas vertueux. C'était le combat, une sorte de... On veut combattre quelqu'un. Et c'est fois que la personne à combattre était couverte par Dieu. Le pouvoir est divin. Celui qui l'a gagné normalement et vertueusement, je veux dire, a eu la protection divine.
Et à chaque étape, on a vu ce qui s'est passé. Jusqu'au 7 décembre dernier, on a vu que ça aurait pu changer les cours des choses. Et pourtant, donc, vous dites si c'est la fin de l'heure, c'est la victoire finale, ce 25 octobre 2025, quand il faisait son discours, on sent un homme perdu, qui a perdu la bataille finale et qui a ce que j'ai appelé le discours d'adieu de Bianzin, moins structuré et moins dynamique que le discours de Bianzin. Mais on avait l'impression d'un discours d'adieu, d'un piètre politicien qui quitte enfin la scène et qui ne veut pas toujours reconnaître que le problème, ce fut lui. Mais moi, je veux garder plutôt le combat d'un homme qui a cru aussi en notre pays, mais qui a peut-être, qui est resté un homme. Un chef d'État n'est pas un homme ordinaire. C'est vrai que Boni est resté homme ordinaire, c'est dommage. Quand on a quitté cette fonction, on est sublimé. On ne peut plus redescendre. C'est pour ça que la loi vous donne un minimum pour continuer à vivre. Donc aujourd'hui, la République vous donne une institution dans laquelle vous devez aller. Donc, pour moi, je pense que le président Talon, même gagnant dans cette bataille, avait déjà réglé le problème au moment où il créait. Il validait la création du Sénat. Et la réponse à sa sortie, à la sortie de Talon, la réponse du président Talon, à la sortie de Yahi en octobre, a été, il a dit ce qu'il fallait dire. Chacun devait quitter la scène. Et aujourd'hui, le grand mouvement autour de Wadaï montre simplement que c'est comme des vœux prophétiques, qu'il avait des paroles prophétiques. Beaucoup disent, ah, non, on préfère Talon. On n'aime pas Talon, on parle Talon. Mais on préfère Wadaï. Bon, on va revenir sur cette affaire, parce que ça peut être aussi un nid de malentendu. Parce que Wadaï ne fera pas la révolution anti-Talon. C'est pas possible. Mais il apportera certainement sa touche. Et donc, la fin des deux, oui. À votre question, si on le maintient, on prend la question telle qu'elle est posée, on va dire oui, parce que Talon est en train de quitter la scène politique. En tout cas, la tête de l'État. Voilà. Il va quitter la tête de l'État dans moins de 2 mois. N'est-ce pas? Ou dans au plus de mois. Oui, dans au plus de mois. Le 4e dimanche du mois de mai. Donc, il va quitter la tête de l'État dans 2 mois et quelques. Et donc, Boni a dit, je quitte la tête du parti. Donc, normalement, les deux quittent la scène. Et on retrouvera sur la scène de nouvelles personnalités. Qu'à cela ne tienne. Si on veut Tatillon, on va dire, dans le combat Talon, Yahi qui a gagné, on va dire, Talon, en match aller-retour à 2 fois, au moins 3 fois ou 4 fois. En tout cas, tous les combats, Talon gagne tous les combats possibles. Et donc, quand Talon gagne tous les combats possibles, Yahi devrait en tirer les conséquences, serrer la main à l'artiste et dire, la lutte continue. Et ce ne serait pas une lutte, ce serait dû à Tchakoudji, au Sénat, ou peut-être autour d'un dîner, entre les deux, et après on en aura les échos, pourquoi pas. En tout cas, pour moi, je trouve que les deux auront toujours leur moment pour se parler. Ça, le Bénin a toujours été comme ça. Vous connaissez l'histoire des 3 anciens présidents de la République, Amaga, Omadébé, Apiti. Quand ils sont retrouvés à Savaille, ils sont devenus amis, exilés là-bas. Quand on quitte la scène, ils sont toujours amis. Quand ils se retrouvent, ils sont ennemis. Donc, et comme les deux quittent la scène réellement, je pense qu'ils auront l'occasion de s'expliquer. Et j'ose croire qu'on aura le bonheur de vivre ce moment où ils diront on a eu l'occasion de se parler, on s'est finalement entendu. Mais pendant ce temps, beaucoup auront laissé leur peau. C'est pour ça que je demande à ceux de la direction du parti donc de tacter et qu'on avance. Voilà, merci à vous, Agapit Napoléon Bafouékan. Peut-être pour spéculer un peu, pour qui va, selon vous, va battre le cœur de M. Boni Yahi pour cette présidentielle? Le combat David contre Goliath, enfin, dans les coulisses. Vous pensez que ton cœur bat pour qui? J'ai des spéculations. C'est la dernière question et on est parti. En tout cas, je ne vois pas voter pour Paul Ngbe. Je n'ai pas envie de rentrer dans sa tête. S'il a abandonné le parti dans les mains de Paul Ngbe, s'il a démissionné en plein processus électoral, ça n'aura aucune logique qu'il ait voté pour Paul Ngbe. Si au moment où il avait besoin de coalition, d'accord de coalition et de parrainage, alors que la FCB avait quelques parrainages à octroyer, il n'a même pas fait le geste, il n'a même pas saisi la main tendue de Paul Ngbe, chef de file de l'opposition à l'époque. Si tout ça là,
est resté, je ne sais pas si dans l'urne, en tant qu'homme libre, il va tamponner le cachet, le bulletin de Paul Onkpé. Non, je ne pense pas que... il me semble qu'entre les deux, le maître, hein, c'est-à-dire le faiseur, que Yahi Boni n'a pas apprécié, peut-être l'extrême intelligence de l'élève. Mais l'élève est instituteur. Et donc, il a d'autres tout dans son sac que peut-être le maître n'a pas su. Et que l'un dans l'autre, grâce à l'élève, la FCBE continue. On a quitté la FCBE, mais on a la FCBE. Et on se dit que dans cette bataille, c'est la FCBE qui a gagné également. Et donc, mais il se fait que l'élève a arraché, donc a gardé les coris que le maître a mis sur le marché. Finalement, qui a gagné la bataille? Je ne pense pas que Boni Yahi aura cette hauteur pour voter Paul Onkpé. Je dis, vous l'avez dit spéculation. Oui, spéculation. Hein. Il est le seul à savoir ce qu'il votera. Absolument. Le jour de. Donc, si on a la chance de voir le polo de la question. Il ne dira pas non plus. Sauf s'il entre en campagne. Parce que là, on sera au moins que. Bon, il aura choisi, mais je ne le vois pas en train de voter. Et c'est ça le dilemme que je vois au sein de ce parti-là. Parce qu'en réalité, il ne dit, je ne sais pas s'ils ont le courage de dire de voter. Tout simplement, Robert Ouadaï, et on dira maintenant, on a bouclé la boucle. Hein, ils peuvent s'abstenir de donner de consignes de vote. Bon. Un peu comme pour les législatives. Ouais, c'est enfin, les communales, j'allais dire. C'est vraiment dommage que pour des élections aussi particulières et aussi sensibles, qui nous rendent dans une dynamique septennale, un parti qui est dit parti du peuple ne donne pas des consignes à son peuple. Bon, enfin. Bien, d'accord. Ça reste des spéculations. Oui, absolument, ça reste des spéculations. Vous n'êtes pas sûr qu'il vote pour Paul Onkpé, mais bon, vous n'avez rien dit sur Romain Adouani non plus. Hein, vous savez, je ne pense pas que le président Yahi aurait une difficulté particulière à voter Romain Adouani. Ils ont des profils qui ne sont peut-être pas les mêmes, mais dans l'absolu, rien ne les oppose. C'est ce que dit le président Talon lui-même. Dans l'absolu, c'est les jeunes qui n'ont pas su capter le message. En fait, je ne vois pas ce qui peut empêcher Yahi de voter Ouadaï. Mais est-ce qu'il le dira? Ce n'est pas évident, parce qu'il n'a peut-être pas atteint ce niveau-là. Il n'a pas conduit son groupe à ce niveau-là. D'accord. Et pour Paul Onkpé, je l'ai dit, avec tout ce qui les oblige, mais ça reste des spéculations. Il est le seul à savoir pour qui il votera. Oui. Et le parti est le seul à savoir quelle sera leur position sur le sujet. Nous sommes pratiquement à 3 semaines de la campagne électorale. Oui. Et donc, 3 semaines. Oui, 3 semaines. Oui, on est aujourd'hui le 8. Le 8, et ça commence un le mois. donc on est pratiquement à moins de 3 semaines. On a moins de 3 semaines de la campagne électorale. Donc, du coup, on saura qui ira où. Voilà, patience donc. Oui, nous patientons, même si ce n'est pas trop notre fort en matière de gestion de l'actualité. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafourican. On a fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Évidemment, au gré de l'actualité, on vous reverra certainement en semaine si ça a évolué autrement. En direct ou en rediffusion d'un ancien numéro, au gré aussi des mouvements. Allez, voilà. Merci de nous avoir suivis et nous vous rappelons que toute notre production reste disponible sur nos plateformes numériques. Je vous rappelle, ETélé, c'est le www.etélébenin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et sur notre application que vous pouvez télécharger au nom de ETélé Bénin en activant la cloche de notification. ETélé avec vous, pour vous.